Bienvenue dans ce premier webinaire de la Lyon School of Knee Surgery. Donc, c'est déjà un honneur pour moi de modérer cette session. J'ai l'honneur également d'avoir des experts de l'UNI compartimentale renommés. Je nommerai Roger Badet, Sébastien Lustig, Philippe Néret et Alban Pinaroli. Et donc, nous avons 1 heure à 1 heure et demie pour discuter autour de l'UNI compartimentale. En parlant de l'indication idéale et en allant dans des situations beaucoup plus limites. Et c'est une session interactive, donc il est important pour vous également d'être en interaction avec nous. Donc vous pouvez utiliser la discussion publique pour envoyer des messages à tout le monde, poser des questions. Et il y aura également des questions au cours de ce webinaire où vous aurez l'occasion de répondre à ces questions. Alors déjà, là, c'est intéressant pour nous de savoir un petit peu qui participe et donc je vais lancer cette question. Quel type de chirurgie pratiquez-vous le plus souvent? Est-ce que vous pratiquez la chirurgie du sport? Est-ce que vous pratiquez la chirurgie du cartilage, la chirurgie prothétique ou la chirurgie traumatologique ou la chirurgie tumorale? Je vous laisse nous répondre, ça nous aidera un petit peu à vous connaître. Voilà. Alors, je vais publier un petit peu ça. Donc, beaucoup de chirurgiens prothétiques, 53%, donc c'est parfait. Également, chirurgiens du sport et traumatologie. Et justement, combien de prothèses unicompartimentales réalisez-vous par an? Réponse A, aucune. Réponse B, moins de 5. Réponse C, de 5 à 15. Réponse D, de 15 à 30. Réponse E, de 30 à 50. Réponse F, plus de 50 prothèses unicompartimentales par an. Je vois qu'il y a une personne qui a répondu plus de 50. Sébastien, on t'a démasqué. Voilà, donc c'est quand même intéressant de voir que la majorité des participants vont poser à peu près 5 à 15 unis par an. Donc, ce n'est pas une chirurgie fréquente, mais qui prend quand même une grosse part de la chirurgie prothétique du genou. Et justement, quelle est cette part de prothèse unicompartimentale dans votre pratique prothétique de genou? Est-ce que vous réalisez jamais d'unis, que des prothèses totales? Est-ce que vous faites 5, 10, 15, 20% ou plus de 25% de vos prothèses sont des prothèses unicompartimentales? Donc une majorité de personnes qui vont réaliser 5%, 10% d'unis et moins de 26% qui réalisent plus de 15% de leurs prothèses de type unicompartimental. Ce qui est déjà un très bon pourcentage. Alors, on va discuter de l'indication idéale et on peut discuter de l'indication en fonction de l'âge des patients, du poids, du BMI. Est-ce que c'est une arthrose bien isolée, monocompartimentale? Est-ce qu'il y a également une arthrose fémoro-patellaire? Est-ce que ça touche le compartiment médial ou latéral? Quel est le morphotype du patient? Les mobilités articulaires? Le ligament croisé est-il normal ou pas? Tout ça, c'est important pour le choix d'une prothèse unie. La déformation, et est-ce que cette déformation est réductible? Et en introduction, je voulais juste vous montrer que les critères qui sont bien connus, ceux de Cosin en 1989, qui ont été suivis pendant très longtemps, sont assez restrictifs puisque si on considère les patients de plus de 60 ans avec arthrose ou ostéonécrose, une arthrose monocompartimentale, une faible demande fonctionnelle, un poids limité, pas de flexum et une déformation frontale réductible et pas très importante et un LCA normal, eh bien au final, ça représente moins de 5% des chirurgies prothétiques dans notre pratique. Donc ce sont probablement des critères, c'est admis qu'ils sont trop restrictifs. Et donc il y a vraiment une place pour étendre ces indications. Suivant ces différents critères, vous voyez, ici c'est un score qu'on peut utiliser
pour le choix ou pas idéal d'une prothèse unicompartimentale. Et il y a 10 items. Et si vous vous retrouvez dans cette catégorie-là, eh bien, on aura 3 points pour chaque item et on aura un nombre de points important. Et ça sera une indication idéale d'uni. Et il y a une part intermédiaire. Et c'est tout ça qu'on va discuter notamment ce soir. Alors, on va passer à un premier cas. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions en cours de présentation aux différents orateurs qui pourront vous répondre directement, où on pourra évoquer ces questions dans la présentation. Ce cas, c'est un patient très jeune, vous voyez, 28 ans, c'est un problème de genou droit. Il a eu un accident AVP voiture avec fracture fermée du plateau tibial externe, une ostéosynthèse en urgence, une reprise précoce avec greffe, changement de matériel, des troubles de cicatrisation avec exposition de la plaque, une reprise de cicatrice sans lambeaux, des prélèvements positifs à Staphylococcus aureus, un traitement antibiotique pendant plusieurs mois. Voilà, comme ça montre un petit peu le tableau complexe d'emblée. Ça sont les radiographies post-opératoires que vous pouvez voir. Là, il est cicatrisé, hein? Là, il est cicatrisé, oui. Et donc, voilà le matériel. Et il a été demandé un scanner avec le matériel en place. Alors déjà, qu'est-ce que vous pouvez commenter un petit peu sur ce scanner, Roger? Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ce scanner? Qu'est-ce qui t'évoque? Bon, très clairement, donc il y a un effondrement. On voit que la qualité osseuse sur le plateau tibial externe est forcément pas très bonne. Il y a eu un élargissement assez considérable du plateau, qui est probablement lié à l'effondrement lui-même. Quand tout à l'heure, tu nous as dit que les prélèvements étaient positifs, hein, bien sûr, et on a fait une identification précise du germe. Il a été traité sous antibio. Comment ça s'est passé? Il a eu plusieurs mois d'antibiothérapie pour un staphylocoque doré. Ok. Actuellement, et là, il est cicatrisé. On est combien de temps après l'ostéosynthèse, là? Là, on est plusieurs mois après l'ostéosynthèse. Et là, il marche dessus? Il marche dessus. Il y a des vidéos après que vous verrez. Donc déjà, je vais poursuivre un peu le dossier. Il a eu ensuite une ablation de matériel avec des prélèvements lors de cette chirurgie, une antibiothérapie post-opératoire et pas d'appui après l'ablation du matériel. Et je vais vous montrer la situation actuelle qu'on va discuter. À l'examen clinique, petite ide arthrose, un valgus de 2 travers de doigts. Il est normo-axé de l'autre côté, des mobilités bonnes, 10, 0, 130, une déformation totalement réductible et un Lachman tria à raidure retardée. Ici, je vais vous montrer la vidéo du patient. Ça se réduit bien. Ouais. Ton croisé, il est comment? Bon. Au test, il y a un petit arrêt dur retardé. On va peut-être pas si bon alors. Donc je vous rappelle, patient de 28 ans. Donc il y a bon. Ton bilan radiographique. Alors Alban, qu'est-ce que ça t'évoque ce bilan? Il est bien consolidé quand même, avec un calvicieux certes, un enfoncement, mais en termes de qualité osseuse, ça a l'air franchement pas mal. Moi, je vérifierais quand même. T'as pas de laxité de la convexité là au testing, parce qu'il y a quand même, tu vois, le faisceau profond du LLI qui a l'air d'avoir pris un petit coup sur la radio. Ouais, et puis, petite calcification, ouais. Ouais. Je me méfierais quand même de son croisé. Alors, est-ce que vous faites des radiographies complémentaires dans ce bilan?
Qu'est-ce que tu ferais comme radiographie complémentaire, Alban? Pas forcément grand-chose. Moi, je ferais peut-être une IRM pour son pivot central, pour voir son compartiment interne aussi, ménisque, LNI. Et puis après, en projection d'une éventuelle uni externe, ça, on va en discuter, je pense. Oui. Alors, on a demandé dans ce bilan complémentaire une pangonométrie. Vous voyez qu'il y a un axe à 189 degrés, un axe fémoral mécanique à 96, un axe tibial mécanique à 96 degrés. Et on a demandé également des clichés en stress valgus et stress varus. Roger, est-ce que ce sont des radios que tu demandes systématiquement dans un bilan de PUC ou ce sont des radios que tu demandes pas en pratique? Alors, dans ce cadre-là, c'est sûr. J'aurais systématiquement demandé la pangono et les clichés en réduction. Ensuite, le plus souvent quand même, oui. C'est-à-dire qu'il est assez rare que je fasse une PIC sans avoir fait ces deux examens. Mais après, ça dépend aussi un peu de l'examen clinique. Si j'ai aucun élément de laxité à l'examen clinique, je ne fais pas systématiquement faire les clichés en réduction parce que c'est juste un problème de radiologie parce qu'ils ne savent pas toujours très bien les faire. Mais quand il y a un problème lié à un traumatisme et à une suspicion de rupture ligamentaire ou de lésion ligamentaire associée, c'est toujours des clichés en réduction. Ouais. Monsieur Néret, vous faites ces radios en stress également Oui, j'aurais fait exactement les radios qui ont été faites. Là, on se rend compte que finalement, il n'y a pas de laxité interne importante. C'était un point important parce que quand il marche, il décoate quand même en dedans. Donc, en fait, c'était simplement lié à l'éculement du plateau tibial externe. Et la deuxième chose, c'est que on voit quand même que l'interligne interne, il est quand même pas très près, quoi. D'accord. Ouais, Guillaume, si je peux rajouter quelque chose. Vas-y. Sur moi, les clichés en stress, je pense que sur ce type d'indication, c'est, à mon avis, ça apporte des informations qui sont précieuses. Notamment pour voir la réductibilité, si on va pouvoir redonner un axe correct, parce qu'on part souvent de valgus très sévères sur ces arthroses post-traumatiques du fait de l'enfoncement, et en plus la télégoniométrie elle minore la déformation parce que souvent c'est pas en appui, parce que le patient il va avoir un peu de douleur, en tout cas il va pas être complètement en appui, alors que quand il marche, c'est ce que disait Monsieur Néret, et on avait souvent vu ça, ils ont un valgus qui va dépasser largement les 10 degrés dans ces conditions. Moi, il y a un examen, peut-être que tu vas en parler après, mais que j'aime bien, c'est l'arthroscanner. Voilà. Ah bon, t'en parles après, ok. Bon, alors je commenterai plus tard. C'était une question vis-à-vis du bilan complémentaire que vous demandez dans ce cas. Aucun IRM, scanner, scintigraphie, IRM plus scanner ou les 3 examens. Je vous laisse un peu de temps pour répondre. Désolé d'avoir orienté tout le monde dans sa réponse. S'il y en a un qui répond pas scanner, je le prends de façon très personnelle. Tu vois, j'ai pas été bon alors. Beaucoup de personnes vont demander une IRM, 19% un scanner, IRM plus scanner 21% et quelques personnes demandent scintigraphie également. Est-ce que la scintigraphie va apporter quelque chose dans ce dossier, Sébastien? Je pense pas parce que tu as fait des prélèvements, tu as enlevé le matériel, donc tu as déjà documenté. On est dans une période, le patient a été réopéré il n'y a pas très longtemps, la scintigraphie va fixer. Si on fait une scintigraphie au polynucléaire marqué, elle peut être faussement positive ou voire négative sans que ce soit facilement interprétable pour nos médecins nucléaires. Je pense que c'est pas pertinent à ce stade. Par contre, l'IRM, on en a parlé, ça peut avoir un intérêt pour le ligament, l'évaluation ligamentaire. Le scanner tout court pour évaluer la consolidation osseuse. Souvent, ça fait peur le scanner dans ces situations parce que on voit les stigmates de l'ostéosynthèse précédente et on voit le pire scénario quoi quelque part, ce qui peut
parfois rendre un peu craintif sur une indication de chirurgie de prothèse partielle. Et ce que je disais tout à l'heure, l'arthroscanner, je trouve intéressant, mais dans ce contexte potentiellement sceptique, et ben du coup j'aurais été embêté parce qu'aller faire un arthroscanner alors que on est dans un terrain sceptique, c'est pas toujours, à mon avis, une décision forcément simple. Donc pas facile parce que quand on voit la radio, ça a l'air consolidé, comme le disait Alban, mais quand on voyait ta radio de départ, on avait l'impression qu'il y avait une belle marge d'escalier, ou ton scanner, pardon, avec le matériel, on avait l'impression qu'il y avait une belle marge d'escalier quand même en zone portante, en externe. Et du coup, j'aime bien avoir avec un arthroscanner des notions précises de ces décalages intra-articulaires et de l'état du cartilage. Donc j'aurais répondu, je pense, C. Moi, j'ai une question pour Sébastien. Qu'est-ce que ça va changer dans ton indication en fonction des constatations à l'arthroscanner? Eh ben, alors, c'est une chirurgie que je maîtrise moins bien que vous, mais si j'ai une surface articulaire qui est jolie mais qui est enfoncée, eh ben, je vais considérer de faire une ostéotomie de relèvement du massif tibial proximal en externe. C'est évidemment pas simple. Par contre, là, vu l'enfoncement et la marge d'escalier que je vois sur le cliché de profil, je me dis que là, si on fait une ostéotomie pour remonter cette partie qui a été enfoncée, de toute façon, il va garder ce défect intra-articulaire et le résultat sera mauvais. Et donc, je discuterai plutôt effectivement une chirurgie de remplacement unicompartimental. Mais ça m'apporte cet élément-là, l'état de l'interligne et est-ce qu'il y a un enfoncement? Ouais. Moi, j'ai cru que, tu vois, au début, quand tu as parlé de l'arthroscanner, je pensais que c'était surtout pour évaluer le côté interne. Pourquoi je disais ça et je pensais ça? Je pense ça parce que, bien sûr, on va laisser une hypocorrection à la fin, mais ça peut inciter à avoir une hypocorrection peut-être un peu plus marquée si le compartiment interne est détruit. C'est surtout ça, moi, qui m'aurait aider, mais voilà, c'est l'idée de faire un arthroscanner, l'idée que tu apportes, c'est peut-être une bonne idée. Moi, j'aurais pas forcément demandé ça au début, parce que je me méfie, si tu veux, déjà du compartiment interne à cause des clichés en réduction, qui montrent que il n'y a pas un très très beau cartilage apparemment, mais des fois on se trompe. Peut-être que l'arthroscanner apporte dans ce sens aussi. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que le fait d'avoir enlevé le matériel, on comprend déjà mieux, on objective mieux le problème articulaire avec un scanner. Donc c'est intéressant d'avoir un scanner après ablation du matériel, parce qu'on était quand même pas mal gêné sur le précédent. Alors il y a eu également une IRM de réaliser qui retrouve une continuité du ligament croisé antérieur. On peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas une petite avulsion du LCP, peut-être qui pourrait entraîner ce Lachman-Triard réduit retardé, je ne sais pas. Alors, je peux te le dire parce que j'ai eu une fois un patient qui avait comme ça un enfoncement du plateau tibial externe. Et puis, j'avais trouvé qu'il avait aussi un LCP. Et j'avais programmé de lui relever le plateau et de refaire le LCP. Et puis quand même, ça m'a travaillé parce que je me suis dit, j'ai jamais fait ce truc un peu bizarre. Et à la fin, le lendemain, je lui ai fait, contrairement à toute attente, une prothèse unie externe. Et ça a complètement corrigé le pseudo-tiroir postérieur. En fait, ce tiroir postérieur, il est plus lié au changement de pente, à l'impaction, etc. Et c'est ce qui donne cette impression de Lachman à réduire retardé. Mais il faudrait bien analyser l'IRM, mais probablement le LCP n'est pas touché. Voilà. D'accord, ouais. Bonne remarque. C'était un peu ma question aussi vis-à-tu de ce Lachman-Triard réduit retardé. C'est pour ça que l'évaluation ligamentaire, elle est difficile dans ces enfoncements importants. Cliniquement, tu as souvent l'impression que un des croisés est pas terrible, mais c'est finalement une fois qu'on a fait la reconstruction, on se rend compte que c'était pas si mal que ça. C'est piégeux. Ceci dit, très clairement aussi, pour être tout à fait objectif, je suis pas parfaitement rassuré de l'état du croisé antérieur sur l'IRM que je vois là quand même. Après, le truc, c'est qu'il a 28 ans, et là, on est dans l'extrême. Hein. C'est vrai que s'il a 75 ans, peut-être on se pose la question différemment. Alors, quelle stratégie chirurgicale proposez-vous après avoir vu cette imagerie, l'examen clinique? Est-ce que certains vont réaliser une arthroscopie
à visée diagnostique ou thérapeutique, une chirurgie de reconstruction, par exemple avec une allogreffe, une ostéotomie qui peut être diverse, hein, fémorale ou tibiale, ou une ostéotomie dans le plateau, une prothèse unicompartimentale, une prothèse totale de genou, et pourquoi pas évoquer quand même l'arthrodèse étant donné l'âge du patient. Alors, je vous laisse répondre. D'ailleurs, en cas de laxité interne sur le bilan en stress en valgus, ça va vous modifier votre conduite à tenir. Comment, Monsieur Néret? Qu'est-ce que ça va changer dans votre conduite à tenir? Alors, ce que ça change, c'est que quand il y a une laxité interne, les résultats de l'uni externe, ils sont beaucoup moins bons. Donc, on sait déjà que ça va compliquer les choses. D'autre part, pour équilibrer une ostéotomie, c'est aussi très compliqué s'il y a une laxité interne. Donc, pour moi, c'est une laxité interne. Le problème, il est beaucoup plus compliqué encore. À ce moment-là, je suis franchement inquiet quant au résultat des différentes chirurgies conservatrices. Roger, tu ferais une plastie interne associée à une uni externe? Écoute, franchement, j'ai jamais fait, non. Mais bon, après, on est un peu au cas par cas, quoi. Donc, si on est chez un patient extrêmement jeune, comme c'est le cas, avec une vraie indication, comme ça a l'air d'être le cas aussi, de PUC et qu'il y a une laxité interne, ben je pense que on est dans un schéma thérapeutique un peu juxtaboutiste et il faut essayer effectivement de faire en sorte que ça marche du mieux possible. Donc oui, pourquoi pas faire une reconstruction du LLI, mais honnêtement, j'ai pas l'expérience de ça, quoi. J'ai jamais fait ça. Ouais, d'autre part, on peut penser que si le LLI était distendu de manière assez franche, eh ben le pivot central, il y aurait des deux ligaments qui auraient pris quand même. Donc, on n'aurait probablement pas un pivot central impeccable. C'est pour ça que je te dis, le fait d'avoir une laxité interne, c'est quand même vraiment un souci, quoi. Une vraie laxité interne, pas une laxité liée à l'enfoncement externe. Alors, on peut discuter de cette stratégie chirurgicale. La chirurgie de type allogreffe, c'est pas inintéressant étant donné l'âge du patient. Sébastien, toi qui as un accès à l'allogreffe facile, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager dans ce cas-là? Tu vois, moi j'avais JVOTB de façon surprenante, hein, tu vois, dans ce cas-là, parce que je pense qu'à 28 ans, si on peut lui faire ça et qu'on a une expérience de ça, c'est peut-être une option qui est effectivement pertinente. Après, il y a quand même, pour être quand même objectif, il y a un vrai enfoncement. L'anatomie est quand même déjà bien perturbée et je suis pas sûr que ça soit une super indication quand même pour dans ce cas-là. Mais moi, je suis plus inquiet qu'il y ait 10% des gens qui proposent une prothèse totale de genou sur un gars de 28 ans. Faut faire quand même attention pour faire des prothèses totales chez les gens de cet âge-là. Dans ce contexte, si on avait pu lui faire une ostéotomie du plateau, ça aurait probablement été peut-être le plus satisfaisant. L'arthroscopie, je vois pas bien comment ça peut l'améliorer. Et la prothèse partielle, c'est ce que je ferais dans ce cas-là. Hein. Mais les autres options conservatrices à 28 ans, il faut vraiment les discuter. Et si c'est envisageable, soit le faire, soit l'adresser à quelqu'un qui peut le proposer. Mais ici, je pense que ça n'aurait pas fonctionné. J'ai une question sur la partie technique. Si on devait faire une allogreffe, comment on procéderait techniquement par rapport au ménisque externe, etc. Ce serait d'abord une allogreffe fraîche ou une allogreffe non fraîche, et ensuite est-ce qu'on enlèverait le ménisque externe et on mettrait celui de l'allogreffe, ou comment on ferait là? Moi, je pense que si je ferais une allogreffe fraîche en gardant le ménisque externe, idéalement. Tu gardes le ménisque externe du patient, c'est ça? Oui. Gardant idéalement, alors lui il en a plus, hein, je pense, de ménisque externe, le patient. A priori non, plus de ménisque externe. Donc ça serait compliqué de lui garder. Ouais, donc, et ça serait une allogreffe avec une ostéotomie de varisation aussi dans ce cas-là, non? Oui, parce si ton valgus vient que du tibia, et que tu peux en corrigeant il faudrait voir comment il a accès de l'autre côté.
Mais ça devient de la chirurgie. Enfin là, pour moi, ça devient trop acrobatique, hein, honnêtement. Bon, on est clairement dans un dossier qui est quand même un peu, pour commencer, un peu difficile, hein, c'est sûr. Bon, après l'allogreffe, il y a un œillet qui avait publié sur les allogreffes massives et les résultats étaient quand même à long terme pas top, quoi. Alors bon, il a 29 ans, hein, donc on peut se permettre d'avoir une chirurgie intermédiaire, mais un peu Varus de l'autre côté. Bon, je pense que bon, encore une fois, c'est pas l'option que aujourd'hui on pourrait lui proposer en tout cas. Mais moi, je voulais dans l'option qui est proposée là, j'aurais presque rajouté prothèse unie plus ostosynthèse, tu vois. Ah oui, avec un renfort en dessous. Ouais. Alors, et même latéral pour éviter que, tu vois, avec une plaque externe, là, pour éviter, parce que l'enfoncement est quand même vraiment important. On connaît pas bien la qualité osseuse dessous et je mettrais bien ceinture et bretelle, c'est-à-dire que je mettrais bien un renfort, une espèce de soutien externe. Un peu que c'est Philippe qui nous a appris ça. Hein. Ah bah oui, carrément. C'est vous qui avez décrit la technique et voilà. C'est quelque chose qui est dans ces cas-là, je crois que c'est précieux. Hein. Alors justement, la stratégie proposée, c'était de réaliser une unilatérale, une coupe tibiale minime et justement un renfort par ostéosynthèse, dans ce cas précis avec vis sous le plateau. Le LCA était bien présent et donc n'était pas problématique pendant la chirurgie et en post-opératoire. Il y a une fenêtre antibiotique notamment et quand même une antibiothérapie effectivement post-opératoire dans ce cas précis. Il n'y a pas eu de problème septique par la suite ou de prélèvement positif. Alors justement, cette uni externe, effectivement, il y a un gros défect. Hein, on voit, je vous ai remis la radio avec le défect latéral en réduction. Et finalement, sur la radiographie post-opératoire, on voit que ça semble plutôt très bien corrigé, assez simplement, avec les deux vis sous le plateau tibial. Il faut vraiment être coupé à minima au tibia. Hein. C'est quasiment rien, quoi. Et là, l'artifice des deux vis, hein, c'est vraiment sympa. Hein. Ça, c'est facile et ça rassure quand même. Tu vois, Guillaume, la radio, elle est parfaite et c'est excellent. Mais il y a une question que je me pose, hein, mais pas par rapport à ta synthèse et ton uni qui est très bien. C'est que tu vois, quand, comme tu l'as souligné, Roger aussi au début, quand il y a ces fractures du plateau, ce qu'on observe d'abord, c'est un élargissement de l'épiphyse. Et donc, une fois qu'on a l'élargissement de cette épiphyse, ça conduit à mettre sur le tibia une pièce tibiale, un insert tibial qui est plus large que d'habitude. Ah oui. Je le vois ici parce que tu as bien couvert les choses. Donc, ça fait toujours un peu bizarre parce que le point d'appui de la prothèse, il n'est pas tout à fait du composant fémoral, il n'est pas tout à fait comme on se l'imaginerait d'habitude, tu vois. Mais ça, tu peux rien parce qu'on peut pas, resserrer le genou. Mais c'est vraiment quelque chose qui se pose. Alors là, je sais par exemple, ça serait intéressant de savoir quelle taille de tibia t'as mis. Alors c'est pas moi qui l'ai opéré, donc je peux pas vous dire, mais je pense que je comprends bien la problématique que vous évoquez. Vous avez raison de l'évoquer. Après, ma question aussi, c'est par rapport à cet élargissement du tibia. Est-ce que vous avez rencontré, vous tous, des problèmes de désaxation fémorotibiale, c'est-à-dire de conflit, par exemple, entre le composant fémoral et les épines, ou de problèmes de centrage du composant fémoral sur le centrage tibial? Alors, le conflit avec les épines, il vient du fait qu'on fait un trouble en rotation de la pièce fémorale. Mais pratiquement, il vient que de ça. Si on positionne bien la pièce fémorale, il n'y a pas tellement de raisons pour qu'il y ait un conflit avec les épines tibiales. Oui. Ou alors, si le plateau tibial, on l'a pas mis en rotation interne. Si on l'a coupé tout droit, avec le mouvement de screw home, ça va venir en extension, le fémur va venir taper au milieu si on a eu du mal à exposer. Hein. Vu que c'est un genou post-traumatique, ça peut être un peu difficile de poser la rotule sur le côté aussi des fois. C'est un peu le risque. Après, comme le plateau il est élargi, c'est vrai que ça fait un gros plateau et on a un petit fémur dessus. Dans ce cas-là, je pense que
tu devais pas trop avoir de soucis. Mais c'est vrai que ça fait un petit une grosse chaise avec une petite prothèse dessus, quoi. Roger, tu vois ce que je veux dire. C'était pas tout à fait ce que tu allais dire. C'est un super joli dossier, Guillaume, mais alors, moi, je voudrais juste alerter les gens qui sont sur le webinaire sur l'anticipation de la technique. C'est-à-dire que là, c'est un full PE cimenté, parce qu'en effet, je pense qu'il ne faut pas partir sur un metal back sans ciment, parce qu'on se retrouve dans une qualité scléreuse qui fait que ça ne pourra pas tenir. Et je pense qu'il faut aussi anticiper avec le fabricant avec lequel on travaille sur l'épaisseur du PE. Ça, il faut quand même bien se renseigner, parce que moi, la prothèse que j'utilise actuellement, le PE, il fait 11 maximum. Et que là, parfois, sur une grosse déformation comme ça, on peut être amené à mettre 13-14. Donc, il faut quand même bien se renseigner avant de partir à l'aveugle. C'est parce que vous en pensez? Oui, tu as complètement raison. Tu as raison, parce que tu es bloqué par le niveau de coupe. Hein. Tu es obligé de couper en fond de cupule. Hein. En tout cas, plus bas que d'habitude. Alors justement, c'était un petit peu très bonne remarque, Alban. Hein. Donc l'idée, c'était de discuter un peu technique sur ce plateau tibial. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo qui normalement devrait se lancer. Si, on la voit très bien. Très bien. Voilà, donc vous avez le défect. L'idée, c'est de retrouver l'interligne et de mettre en place le plateau en sous-coupant et en allant chercher un appui au moins périphérique et de mettre en place la vis de soutien pour combler le plateau. Enfin, T'es d'accord que le dessin est un petit peu excessif dans l'appui là, non? Il faut qu'il y ait un petit peu plus d'appui que ça, parce que là on appuie, on est dans le vide quand même. Alors j'ai redessiné, j'ai peut-être été un peu excessif effectivement. Déjà ma question, et ça s'adresse à vous tous, hein, on peut commencer par Alban, c'est comment on va retrouver le niveau d'interligne puisqu'on n'a pas de repère pour cette interligne externe. Alban, comment tu ferais dans ce cas-là? Je pense qu'il faut vraiment le calculer avant avec l'interligne, avec la ligne de Lévigne, quitte à faire une radio comparative de l'autre côté. Il faut vraiment calculer l'épaisseur qu'on va devoir mettre en se renseignant au préalable sur est-ce que ça existe. Parce qu'en plus de ça, c'est facile d'hyper-corriger et que, comme disait M. Néret, le compartiment interne n'est pas top et qu'il faut quand même essayer d'éviter de le faire basculer en varus. Donc, c'est pas du tout facile, mais c'est vraiment de l'anticipation à faire et à bien calculer avec des bons clichés radio millimétrés et tout ça. Hein. Monsieur Néret, vous avez des aides? Ouais, alors, l'avantage de la prothèse qu'on utilise, c'est qu'elle a un repère sur le condyle fémoral. Donc, ce qu'il faut, c'est simplement abraser le condyle fémoral et ensuite, ça nous sert de repère pour couper. Donc, la coupe, on l'a fait la coupe tibiale en plaçant le genou en réduction, donc un peu en varus, sans forcer, sans exagération. Mais il faut réduire la laxité liée à l'os et on part du fémur pour calculer. Donc, on fait 3 plus 1 plus l'épaisseur du polyéthylène 9 et on coupe, donc ça fait 13, on coupe 13 à partir du condyle externe. Et à partir de ce moment-là, ça va. Est-ce il faut absolument un appui périphérique dans cette situation pour réaliser une unie externe? Il faut un appui périphérique. C'est pour ça que dans un cas comme ça, tu as deux options. Soit tu peux mettre, tu as 3 options, rien, des vis ou parfois une plaque console. Comme on a vu que tout à l'heure, c'était très large, la partie périphérique du plateau externe, on peut très bien la diminuer ou la raboter un peu, ou la rendre un tout petit peu plus fine. Mais surtout, on peut mettre une plaque externe en dehors, si bien que la prothèse, elle va venir appuyer sur la plaque console externe, sur une hémicirconférence. Et si on met une plaque métallique, comme ça doit passer. J'en ai exactement une comme ça à faire dans 15, enfin le mi-juin avec Charles Fiquet. Une exactement de ce type-là où il faut qu'on appuie sur une plaque externe sur un sujet de 36 ans. Roger, tu voulais faire un commentaire ou vas-y Sébastien? Non, il y a des questions juste pour rebondir. Parce que le fait de commencer par le fémur et de construire dessus, c'est bien. Le problème quand même, c'est une question qui est posée, c'est si jamais en réduisant on se retrouve en varus,
compte tenu qu'on n'est pas sûr du côté interne, ça peut parfois être piégeux quand même. Et du coup, c'est là où l'intérêt de la navigation ou de la robotique permet de savoir quand même exactement où est-ce qu'on va finir en termes d'alignement. Et ça peut aider pour positionner la prothèse. Il faut quand même pas oublier la possibilité des aides techniques dans ces dossiers qui sont quand même difficiles. L'autre chose, c'est il y a une question sur la qualité osseuse et le fait que tu peux utiliser des vis pilotis. Alors, je sais pas qui est-ce qui veut répondre à cette question de vis pilotis, qui serait, Monsieur Néret, vous l'aviez publié sur les prothèses totales du genou, mais est-ce que sur les prothèses partielles, c'est quelque chose qui vous paraît cohérent? Je l'ai jamais fait au tibia, je l'ai fait au condyle. Pour des patients qui avaient un mauvais positionnement initial du condyle. Après, on a pu reconstruire avec des vis pilotis sur le fémur, mais je l'ai jamais fait au tibia puisque c'est souvent été plutôt un défect marginal, si tu veux. En tout cas, même quand il était central, il s'étendait à la périphérie. Et c'est cette périphérie que je voulais vraiment combler. S'il y a un petit éculement central et que la prothèse n'appuie pas sur la partie centrale, c'est pas dramatique, je dirais. Ce qu'il y a de dramatique, c'est si elle appuie pas au milieu, vers les épines tibiales, et si elle appuie pas à la périphérie. Et c'est pour ça que de temps en temps, la plaque métallique périphérique, c'est des types AO, quoi, comme pour les ostéosynthèses du tibia, et bien à ce moment-là, ça peut aider. Et voilà, c'est plutôt ça que je ferais. Mais j'ai pas encore fait ou jamais essayé de mettre une vis pilotis pour une prothèse unie. Ouais. Ok. Alors, au dernier recul, après quelques années, le patient va bien. Il est une cicatrisation ok, de bonne mobilité, pas de laxité. Il est satisfait et on part d'une situation quand même très complexe. Et un patient très jeune, donc très demandeur. Effectivement, ça semble être la solution la plus facile et fiable dans cette situation-là. Et on part effectivement d'un dossier où il y a énormément de laxité au départ. Et ça, c'est toujours souvent le cas dans ces fractures, séquelles de fractures. Sébastien, je reviens sur la robotique. Oui, dis-moi. Non, juste pour voir que quand on voit l'axe, on voit qu'on a visé pile poil. Il y a 4 degrés de valgus résiduel. Le réglage a été, je crois, celui qu'il fallait pour pas charger le compartiment interne et en même temps lui redonner un axe qui est, je pense, fonctionnellement satisfaisant. Guillaume, je voulais juste rediscuter d'une chose dont on n'a pas bien parlé et avoir vos avis. C'est sur la gestion, dans le cadre de cette prothèse unie, du problème infectieux au départ. Est-ce que, Sébastien, il y a des trucs particuliers que tu conseilles quand un patient a été infecté comme ça, qui est jeune, à qui on va mettre une unie? Est-ce qu'il faut faire un bilan particulier ou comment Oui, tu c'est pour ça qu'il avait été opéré en 2 temps, ce patient. Parce que sinon, si j'ai pas d'argument d'arrière-pensée sceptique, je pense que je l'aurais fait en une seule fois. Mais peut-être à tort. Mais en tout cas, j'avais été bien informé dans l'idée qu'on faisait pas des interventions multiples. Quand il y avait du matériel, on l'enlevait et on reconstruisait ce qui devait l'être fait. Mais là, avec l'antécédent sceptique ou le doute, on avait enlevé le matériel d'abord, fait des prélèvements, géré le problème sceptique et puis effectivement je pense que là il faut passer par au moins un service d'infectiologie qui est expert dans ça ou qui est référent. Chez un mec de 28 ans, ça me paraît indispensable pour au moins prendre leur avis sur la conduite à tenir par rapport à l'antibiothérapie et lorsqu'on fait le deuxième temps, des prélèvements. Et comme toujours, ça il faut retenir, quand on fait des prélèvements, il faut traiter pendant 15 jours jusqu'au résultat des prélèvements. Ça, c'est le message. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Ok, très bien. Vous avez quelque chose à rajouter sur ce dossier, Alban? Moi, juste pour les gens qui participent à la conférence, là, peut-être juste leur préciser que les vis pilotis, c'est pas les mêmes que celles qu'il y a sur la radio. Pour que tout le monde ait les idées bien claires. Oui, qu'elles sont verticales, oui. Ouais. C'est l'artifice d'Insol, c'est bien ça. Sur les prothèses totales. Mm-hmm. Ouais. Après, la partie métaphysaire est pas de très bonne qualité, souvent sclérotique. Il y a la fracture, c'était une fracture séparation. Ça paraît, pour ma part, plus logique de mettre des vis horizontales comme ça, qui vont aller se fixer du côté interne. Ça donne une excellente tenue.
Ouais, je suis bien d'accord, mais c'est pas des vis pilotis comme Oui. expliquait M. Neret. Les vis pilotis, c'est vraiment dans l'autre sens, vertical. Et c'est et voilà, qu'il n'y ait pas de confusion dans la discussion, quoi. Alors, je On vous a une propose de question, passer- on a une question, Ouais. Guillaume, sur la reprise d'appui immédiate sur un dossier comme celui-là. Eh ben, Roger, est-ce que tu fais appuyer immédiatement? Je crois que si la qualité osseuse est correcte et qu'on est satisfait de son montage, on peut faire appuyer. Ouais. Oui, l'os est solide, c'est une prothèse cimentée. Il y a une bonne fixation osseuse par les vis, donc ça semble tout à fait logique de faire appuyer immédiatement. Alors, je vous propose de passer au cas numéro 2. C'est le cas d'une patiente de 50 ans pour son genou droit qui a un antécédent de rupture du ligament croisé antérieur il y a une quinzaine d'années. Pas de réelle instabilité sur toute cette période, mais apparition de douleurs internes depuis 3 ans, des douleurs qui deviennent permanentes, même nocturnes, une activité physique impossible. Et cette patiente a été traitée médicalement pendant une bonne année et c'est un traitement qui est resté inefficace. Alors, à l'examen clinique, il y a une petite vidéo qui montre le test du Lachman. Et cette patiente, elle a une douleur bien localisée du côté interne. Elle n'a pas d'épanchement, elle a des mobilités qui sont bonnes. Elle est normo-axée cliniquement, pas de laxité frontale, un Lachman à Rémo et une absence de dessous. Vous voyez un bon arrêt mou, une bonne laxité clinique. Ces radiographies, donc vous avez des radiographies face profil, des radiographies en chousse et des vues axiales. Elle a quel âge? Elle a quel âge, Guillaume? 50 ans. 50, ok. 50, ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous regardez sur ces radiographies, déjà, étant donné le contexte? Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes à regarder, Alban? Moi, dans un premier temps comme ça, je regarde son interligne articulaire, son varus tibial radiologique, parce que comme ça, à vue d'œil, je partirais plutôt sur une indication d'ostéotomie. Mais là, le problème, c'est qu'elle n'a pas de varus tibial. Donc ouais. Après, sur le profil, elle a pas trop de tiroirs, mais on est bien en appui monopodal, en charge. Elle n'a pas de translation, elle a pas une grosse cupule. Je ferais volontiers quand même des clichés en stress et puis un télos. Voilà, donc Une gonio. Voilà. Donc sur ces clichés, déjà tu recherches effectivement le varus tibial et un varus constitutionnel et un tiroir antérieur en appui monopodal, étant donné la rupture du ligament croisé. Alors, est-ce que chez nos participants, est-ce que vous allez réaliser des examens en stress et est-ce que vous les réalisez d'ailleurs dans votre pratique? Est-ce que vous fiez réponse B uniquement à l'IRM? Est-ce que vous demandez des stress en varus valgus? Est-ce que vous faites des stress antérieurs, donc un tiroir antérieur, peu importe la méthode? Ou est-ce que vous faites les deux dans cette situation-là? Monsieur Neret, dans cette situation, vous allez demander un bilan complet ou il y a des choses qui vous paraissent inutiles? Bon, le stress sagittal, il n'y en a pas tellement besoin, sauf si on veut faire de la science, parce que c'est cassé le croisé antérieur. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de bien voir la réductibilité du pincement interne. C'est ça qui m'intéressera le plus. Ensuite, en fonction de l'indication qu'on va retenir, on va pouvoir discuter ou non une IRM. Mais moi, j'aimerais bien quand même avoir, en principe, les stress en valgus varus. Il y a un truc qui n'a pas beaucoup dit, Guillaume, quand même, moi j'ai compris qu'elle avait 50 ans, qu'elle pouvait plus faire de sport, mais j'ai pas bien compris ce dont elle se plaignait, d'une part, et si c'était des douleurs, d'instabilité, etc. Et j'ai pas compris ses attentes sur le plan de sa vie. Qu'est-ce qu'elle veut faire à 50 ans, il y en a qui sont très différentes les unes des autres. Hein.
Alors, c'est une patiente qui se plaint essentiellement de douleur, mais qui a quand même de l'appréhension à l'activité physique, puisqu'elle ne peut pas du tout pratiquer d'activité physique, comme vous voyez, marcher en randonnée ou pas forcément courir, mais déjà avoir ces activités-là qu'elle souhaite, elle ne peut pas les faire. Voilà, Donc, il y a quand même, c'est une patiente qui a une certaine attente. voilà. Mais elle n'est pas instable, mais elle veut faire de la randonnée, c'est ça, voilà. Voilà. Elle a des appréhensions. Elle ne sent pas non plus son genou très, très sûr. Oui, d'accord. Donc ici, la Pangono et des clichés en stress. Alors, je n'avais pas les stress de l'autre côté. Et il y a le tiroir antérieur. Voilà, Donc qui est de 10 mm différentiel. Elle est déjà en valgus. Voilà. Elle a 2 degrés de valgus. Vous voyez, c'est assez léger, mais elle est en valgus. Je ne vous ai pas mesuré l'angle tibial mécanique, mais il semble effectivement qu'il n'y ait pas du tout enfin, il est plutôt à 90 degrés. Ça ne nous arrange pas. Non. Donc elle a eu son croisé cassé depuis 15 ans, elle a décompensé son compartiment interne. Voilà. Et elle a un profil sportif ou pas? Oui, c'est ce que je disais, c'est pas une grande sportive, puisqu'elle est restée 15 ans sans son ligament croisé, donc elle ne fait pas de sport pivot, mais elle ne peut vraiment plus pratiquer d'activité actuellement, aussi par une appréhension à la marche. Moi, les questions, tu vois, que j'aime bien leur poser quand même avant qu'on discute les indications, c'est est-ce que votre genou ruine votre vie? Est-ce que c'est une situation inacceptable pour vous? Est-ce que vous pouvez composer avec votre genou? Voilà, c'est le type de questions que je poserai d'abord à cette dame. Est-ce qu'on a un échec de traitement médical aussi? Oui, bien sûr. Non, pour résumer, c'est une patiente qui est très demandeuse qu'on lui règle son problème. D'accord. Douleur ou de stabilité? Les deux. Les deux, on peut dire. Elle a mal et elle n'est pas stable. Elle a pas de dérobement décrit, mais une certaine appréhension. Donc voilà. Alors, en option thérapeutique, il n'y a pas forcément de bonne ou mauvaise réponse, mais on peut discuter différentes choses. Hein. On peut discuter une ostéotomie plus reconstruction du ligament croisé. On peut discuter une chirurgie de prothèse totale, une unie interne isolée, une unie interne avec reconstruction du ligament croisé antérieur, une reconstruction isolée du ligament croisé antérieur ou autre chose. Voilà, en tout cas, ce sont des propositions. Il manque l'OTV isolé. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai mis autre. Tu l'aurais valgisé? Elle est déjà valgus. Non, mais. Tu peux choisir autre et faire une OTV, effectivement. C'est ton choix. Non, mais ce qui est intéressant quand même de réaliser, c'est que cette femme, elle est en valgus et elle continue quand même à développer une arthrose fémorotibiale interne liée au fait qu'elle n'a pas de croisé. Je ne sais pas comment est son ménisque à cette dame aussi. C'est important quand même de savoir comment est son ménisque. Si quelqu'un veut discuter une reconstruction isolée du LCA, c'est important parce qu'elle a développé quand même cette arthrose interne sur un genou en valgus. Donc ça veut dire quand même que soit ça a évolué depuis longtemps, on a dit que c'était 15 ans, mais surtout que peut-être il y a d'autres lésions. Et parce que sur un genou en valgus, on ne va pas effectivement discuter en général OTV plus LCA, mais on peut discuter LCA isolé. Donc, mon interrogation, elle est un peu là, c'est-à-dire de se dire pourquoi elle a fait cette arthrose interne quand même assez marquée sur son valgus. Non, c'est une excellente remarque et vu le pincement articulaire en chousse, on peut quand même avoir de sérieux doutes sur ce ménisque interne. Et elle a vraiment de vraies douleurs internes. Ouais. Et avec un LCA isolé, vous n'avez pas peur que ça décompense encore plus le coup de feu de l'arthrose? Ah non, mais bien sûr, toutes les peurs sont. T'as raison là. Non. Je veux dire, non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que quand on discute ce type de dossier sur un genu varum, par exemple, on va dire, on va lui faire PA plus ostéotomie pour la valgiser, d'accord? Si elle était en varus, on pourrait discuter ça.
Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que même si on la valgisait, elle continuerait à décompenser en interne de façon assez marquée puisqu'elle est déjà en valgus. Donc c'est là ma question, si tu veux, on se dit c'est quand même c'est assez redoutable quoi, pour arriver à traiter ça. D'ailleurs, elle est plus pincée en flexion qu'autrement. Effectivement. Donc, vous ne retenez pas de faire une petite ostéotomie de valgisation avec une reconstruction du ligament croisé? Pour la valgiser de 3 à 4 degrés, ça serait… Mais je dirais pas que, enfin, pour ma part, je dirais pas que c'est une solution que j'écarterais définitivement, mais je ferai pas forcément avec le LCA aussi. À 50 ans, je suis pas sûr que de temps en temps, c'est aussi aller chercher des fois des coups pour faire les deux là. Ça repousse les indications, mais comme elle est en valgus, enfin, c'est pas tellement logique d'aller faire encore une valgisation. C'est pas logique. Ouais. Oui, Roger. Non, juste, bon, le dossier est évidemment un peu complexe et difficile, mais moi, je pense que pour les gens qui nous écoutent, il faut aussi retenir, je crois, que quand on a comme ça des problèmes d'arthrose avec une laxité, le fait de les valgiser, souvent les stabilise. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la valgisation qui stabilise un peu le genou. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec ce que dit Philippe. C'est que, alors bon, évidemment, là, c'est difficile parce qu'elle a déjà un petit valgus, mais admettons qu'elle soit à 0, ben moi, à cette dame, j'ai l'impression que j'aurais essayé de lui faire une toute petite valgisation sans automatiquement toucher au croisé. Et puis, toucher au croisé de façon isolée, à l'époque où Gilles Valge faisait encore pas mal de genoux, ils avaient montré aux Journées lyonnaises que ça donne un coup de fouet à l'arthrose. C'est-à-dire que le fait de refaire le croisé dans le cadre d'une arthrose du genou, si on modifie pas l'axe, eh ben souvent on aggrave par les suites et assez rapidement l'arthrose. Donc ça c'est des notions qu'il faut avoir. Et donc vraiment la valgisation, moi il m'est arrivé de temps en temps d'avoir des patients, alors faut pas qu'ils soient extrêmement instables, mais qui sont un peu instables et qui ont une AFTI, eh ben le fait de les valgiser simplement ça les stabilise et ça évite l'évolution arthrosique. Sur l'indication, c'est étonnant qu'il y ait que 4% qui proposent la prothèse totale de genou, parce que effectivement, il y a certains pays où il y aurait 95% qui proposeraient la prothèse. Hein. Alors chez nous, on reste, ce qui est bien, hein, on reste prudent chez les gens jeunes. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Moi, je vais te dire, tu vois, Sébastien, je pense qu'à l'hôpital, j'aurais opté peut-être pour Uni plus LCA. Et je pense qu'en clinique, j'opterais pour une prothèse totale du genou. Parce que c'est quand même beaucoup plus sûr comme option et c'est beaucoup moins casse-gueule. Parce que pour arriver quand même à faire la combinaison uni interne reconstruction du LCA, il faut quand même avoir une bonne notion de la chirurgie parce qu'on double le risque d'échec. On a les échecs de la greffe du LCA et les échecs de la mise en place de l'UNI. Et ça fait quand même beaucoup de choses. Alors, ceux qui sont experts en chirurgie du genou, qui font ça tout le temps et qui en font de gros volumes, ils peuvent se permettre de faire ça et encore plus facilement dans un service hospitalier. C'est pour ça qu'effectivement, comme toi, je pense que 4% qui font une UNI, c'est quand même difficile. Moi, je vois, par exemple, quand tu dis il y a beaucoup de pays qui font ça, moi, je vais te dire, aux Émirats, pour faire une UNI, il faut se lever bonheur parce que ils en veulent pas. Donc, à 50 ans, à 45 ans, ils proposeront, comme les Américains, des prothèses totales du genou. Donc, il y a beaucoup d'endroits, effectivement, où ils proposeraient une prothèse totale du genou. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu sous-estimé ce nombre de. Ouais, peut-être parce que le thème, peut-être que c'est parce que le thème est prothèse unie. Hein, c'est peut-être pour ça. Ça doit sûrement être un peu en lien, oui, c'est sûr. En plus de ça, j'ai fait faire attention, mais au tout début, il y a sa taille et son poids. Non, c'est un poids normal. Hein. Il n'y a pas de. Oui, parce que tu as dit, elle a déjà sur 100 kilos et qu'elle n'est pas sportive, on se pose même pas la question d'une uni a priori. Je sais que Seb, il va sur des indications un petit peu plus loin, mais moi, une nana pas sportive, 50 ans, qui souffre et qui a des radios comme ça, et qui fait 100 kilos, je me pose même pas la question d'une uni. Je me dis tout de suite PTG plutôt, ouais. Si, échec du traitement médical, on est d'accord.
Surtout que, honnêtement, hein, c'est pas pour dire, mais dans ce cas-là, une prothèse totale, effectivement, faut pas avoir de complications, mais elle a quand même beaucoup de chances de reprendre et de faire toutes les activités qu'elle veut faire. Hein. C'est pas quelqu'un de 30 ou 35 ans, elle a quand même 50 ans, donc c'est pas vieux, bien sûr, mais je veux dire, elle va avoir un résultat super avec une prothèse totale. Pour peu qu'elle la suive un peu, sa prothèse totale, si dans 15 ans, on lui change juste son polyéthylène, elle ira pas mal quand même. Hein. Alors, vous avez raison, hein, et puis d'autant plus que il y a beaucoup de chirurgiens qui font de la prothèse qui ne font pas forcément de ligaments croisés antérieurs dans leur pratique, donc c'est à prendre en considération. Alors là, en tout cas, dans cette option-là, par rapport à la patiente, il n'a pas été retenu de faire une ostéotomie et reconstruction du ligament croisé antérieur à cause de ce léger genou valgum. Et il y avait une remarque d'un participant qui disait qu'il y avait aussi l'intérêt de regarder la marche, vérifier qu'il n'y ait pas de décoaptation en varus à la marche, et il n'y en avait pas. La prothèse totale de genou n'a pas été retenue par rapport à sa demande d'activité. Et on est sur une arthrose monocompartimentale, mais on est bien d'accord qu'il y a tout ça est très discutable et ça va vraiment dépendre du feeling qu'on va avoir aussi avec le patient et de sa volonté de reprendre ses activités. On n'a pas retenu le fait de faire une unie interne isolée puisqu'il y avait quand même cliniquement et radiologiquement une grosse laxité antérieure chronique. Hein. Sur les télos, il y a quand même 1 cm de différentiel, ce qui est quand même fait partie des laxités majeures. Et il a été retenu dans ce cas-là de faire une unie interne et reconstruction du ligament croisé antérieur associé. Voilà. C'est un petit peu aussi l'occasion de revoir un peu ces patients et la technique et montrer qu'effectivement, ce sont des indications très rares. Ça représente très peu de cas. Il ne faut pas se mettre à faire ce type de chirurgie-là fréquemment. Sébastien, je pense que ouais, je peux commenter un peu là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui avait il y a 15 ans effectivement une vision. On voyait ça comme une chirurgie assez complexe et exceptionnelle, et qui donnait des résultats peut-être assez longs à obtenir et tout ça. Mon expérience de ça, c'est que c'est une chirurgie qui est complexe, qui est pas si exceptionnel que ça, mais qui reste quand même effectivement pas la majorité des indications évidemment. Mais par contre, en termes de résultats fonctionnels, et là je suis pas d'accord avec un des participants qui a dit que elle récupérait plus vite avec une prothèse totale de genou. Les résultats des PUC plus LCA, c'est assez bluffant à terme, mais même dans la rapidité. Et c'est comme une unie, c'est pas comme un ligament croisé antérieur. Et ça se rééduque comme une unie, pas comme un LCA. Et du coup, à 2 mois, ils ont le résultat qu'ils auraient avec une unie sans croisé associé. Et ça, c'est assez étonnant. Et je me l'explique pas forcément très bien, mais on en a maintenant quand même une petite expérience. Et c'est quelque chose dont les suites sont pas si longues que ça. Donc, c'est pas facile à faire. Ça, je suis d'accord. Il faut que le réglage est fin. Les indications sont pas si fréquentes, mais par contre, le résultat est, je trouve, satisfaisant, très satisfaisant même. Et donc, chez quelqu'un de sportif, moi, je me poserais pas la question d'aller entre une prothèse de genou et une uni plus un LCA. Je ferai une uni plus un LCA. Mais encore une fois, je rejoins ce que disait Philippe, c'est la demande du patient qui est aussi très importante. Ouais, oui, je pense que c'est effectivement la clé du système, ça, ce qu'ils attendent, le résultat attendu, parce que tant qu'il s'agit d'aller marcher en montagne, on sait bien qu'ils peuvent le faire, quelle que soit l'opération qu'on fait. Il y a des sports où effectivement, je pense que à ce moment-là, l'uni plus greffe de LCA, bien que ça soit délicat et difficile, peut sûrement apporter un plus. Mais tant qu'il s'agit de faire un peu de tennis en double et de marche en montagne ou de bicyclette ou de ce type d'activité, ça change peu de choses, quoi. Mais ça devient différent quand on veut aller dans des activités physiques plus exigeantes. Et justement, Sébastien, toi qui as cette expérience, qu'est-ce que tu as comme recul sur la laxité à 6 mois ou 1 an? Parce que sur des gens hyper exigeants, pour la pérennité de la prothèse à moyen terme, c'est quand même ça, moi, qui me perturbe, tu vois, sur l'indication d'une reconstruction du LCA chez une dame de 50 ans. Bah, oui, alors la question du moyen terme ou on va dire à 10 ans, je vais pas la voir parce que c'est encore une fois quelque chose qu'on s'est mis à utiliser davantage depuis 10 ans. Mais en tout cas, en termes de laxité,
tu vas avoir, une fois que ta greffe elle est ligamentisée, tu vas pas avoir d'évolution tellement différente de celle d'un croisé habituel chez quelqu'un de 50 ans que tu vas reconstruire aussi. Surtout dans Alban, des sportifs de 50 ans, t'en as, je pense, un certain nombre. Et on avait montré d'ailleurs avec Jean-Claude Panisset dans le symposium de la SFA il y a quelques années que reconstruire un croisé après 50 ans, ça marchait très bien. Ouais. Donc, ouais, je dirais sur la laxité, même évolution que sur un croisé isolé à cet âge-là. Et même technique. Alors, je vous propose d'avancer un petit peu, juste quelques points techniques pour ceux qui réaliseraient ça ou du moins pour en discuter. Déjà, d'un point de vue technique, on est sur un abord interne comme pour une prothèse unicompartimentale, un petit peu agrandi pour réaliser le prélèvement tendineux. Alors, dans la littérature, il y a un peu le prélèvement aussi du tendon rotulien qui a été décrit et qui marche plutôt bien. Alors, c'est plutôt conseillé d'aller prélever le tiers interne du tendon rotulien. Moi, personnellement, je trouve que le DIDT est une greffe parfaite pour ce type de chirurgie-là. Et je pense que c'est ce qui avait été fait dans ce dossier-là. On peut réaliser le tunnel fémoral à ciel ouvert ou sous arthroscopie. L'idée de faire l'arthroscopie première, c'est d'être dans les conditions habituelles de son ligament croisé. Ce tunnel fémoral ne pose pas de problème. Après, on réalise l'abord l'arthrotomie. Alors, moi, j'en ai réalisé quelques-unes avec ancillaire conventionnel. La photo de droite est une photo de Sébastien avec le robot. Et c'est là que j'avais quelques questions pour vous. C'était d'abord sur le positionnement tibia. Comment vous allez contrôler en paire opératoire la pente tibiale? Quelle est la cible selon vous dans cette situation? Et est-ce qu'il faut diminuer systématiquement la pente tibiale? On dit souvent que dans ces reconstructions du ligament croisé avec uni ou en cas de laxité antérieure, même non opérée, il faut diminuer la pente tibiale. Est-ce que c'est quelque chose que vous retenez dans ce cas-là, Alban? Moi, je ne modifierai pas la pente. Si on refait le croisé, c'est pour qu'il fonctionne. Si on modifie la pente et qu'on la diminue, on risque d'avoir une flexion limitée ou des douleurs en flexion avec l'uni. Donc là, pour le coup, si on a confiance dans ce type de chirurgie, il faut avoir confiance jusqu'au bout, il me semble, dans la reconstruction du LCA. Et je ne modifierai pas la pente. Monsieur Néret, pour la pente. Moi, je pense exactement comme Alban. Ah, Roger. Pareil. Sébastien, est-ce que tu modifies un peu la pente avec le robot? Est-ce que tu peux simuler l'effet de la pente sur la laxité antérieure avec le robot? Oui, non, complètement. Tu peux jouer sur la pente un peu. Et j'avoue, j'ai un peu honte, mais je diminue la pente un petit peu dans ces cas-là. Comme quoi, je suis confiant, mais tu vois, je suis aussi un peu prudent. Donc, quand je fais un croisé et une prothèse unie en même temps, je diminue d'1 ou 2 degrés. Normalement, j'essaye de reproduire, et là, je vais la diminuer un petit peu. Ouais, en tout cas, tu vas essayer de ne pas l'augmenter. C'est ton positionnement du fémur alors ou pas? Non, mais c'est vrai qu'après, comme on contrôle les différents paramètres avec les courbes dynamiques, ça permet de s'adapter. Mais spontanément, je vais vraiment faire attention de ne pas l'augmenter, en tout cas, ça. Donc, en fait, tu cales ta chirurgie en décidant dès le départ de diminuer un peu la pente. Alors, par exemple, si en temps normal, je mettrais 5 degrés de pente, je vais partir sur 3. Et ensuite, je vais faire mes coupes, je vais mettre ma greffe, mais sans la fixer, et je vais la retester. Et là, je vais voir un peu ce que ça donne. Ok. Mais bon, ça devient après de la chirurgie. Tu vois, dès que tu commences à parler de navigation et de robotique, tu commences à discuter sur des degrés. Je sais pas si cliniquement c'est aussi pertinent. Là, ça devient plus théorique. Mais spontanément, je vais essayer clairement, en tout cas, de pas augmenter la pente. Voilà. Oui, plus simple, excuse-moi, Roger. Plus simple. D'après ce que j'entends qu'a dit Guillaume, lui, il fait le tunnel fémoral, puis après l'uni, puis on continue. Mais moi, je pensais qu'on passait toute la greffe sans la fixer, et puis qu'on faisait l'uni et qu'ensuite on tendait la greffe. Alors, moi, je fais les tunnels. Ouais. Ensuite, je fais l'uni. Et ensuite, je repasse ma mèche pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose, mais sur l'essai par contre. Et là, je mets la greffe, je la fixe que au tibia. Ce que je fais de bas en haut, quoi. Et ensuite, je vais retester dynamiquement avant de cimenter l'implant définitif, parce que quand on cimente l'uni, on tire un peu sur la greffe.
Donc c'est Mais dommage. Tu fais du in-out alors sur le ligament. Non, je le passe de bas en haut, mais mes tunnels, je les fais de dehors en dedans, comme d'habitude. Oui, mais comment tu lui fais prendre le virage au greffon là, dans le... Alors, comme c'est un ischio-jambier, ça prend le virage facilement. Ah, voilà. Ouais, Sinon- moi, personnellement, je fais le tunnel fémoral premier et ensuite j'ouvre le genou, je fais la prothèse unie, les coupes et le tunnel tibial à ce moment-là aussi, Adapté. à ciel ouvert. Bien sûr. Adapté parce que on va voir que c'est ça la difficulté numéro 1 de cette chirurgie. C'est ce tunnel tibial qui doit être bien positionné, qui ne doit pas être en conflit avec le plateau tibial interne. Et quand même, la difficulté, c'est cette pente tibiale, puisqu'il y en a beaucoup qui ont dit qu'il fallait franchement la diminuer, mais on voit bien qu'on ne peut pas la diminuer énormément. On a des effets de soulèvement du plateau importants dès qu'on la modifie beaucoup. Il y a pas mal d'études qui ont montré qu'une modification supérieure à 2 degrés, c'était problématique. Et par contre, il faut en même temps être à moins de 7 degrés. C'est ce qui est retenu depuis pas mal de temps, et notamment l'étude de Gérard Deschamps qui avait montré que au-delà de 7 degrés, c'était vraiment un risque de translation augmenté. Donc il faut être entre 7 degrés et la pente normale en essayant de la diminuer un petit peu, en tout cas de ne pas l'augmenter. C'est ce que disait Sébastien, si c'est exact, Sébastien. Oui, complètement. Donc réalisation des coupes comme une prothèse unie, on met en place les implants d'essai. Et je vais un peu vite, le tunnel tibial est fait à ce moment-là. Et justement, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de conflit. Alors, c'est quoi tes astuces, Sébastien, pour éviter qu'il y ait un problème avec ce tunnel tibial? Bah oui, alors après, ce que je répondais dans le chat, c'est que ça dépend aussi du dessin de la prothèse. C'est sûr que si on utilise une full PE sans ailette et sans plot, bah, c'est un peu plus simple. Si on utilise une prothèse avec une petite ailette centrale, du coup, je revérifie que mon tunnel tibial n'est pas en conflit, et puis sinon, je vais à la main avec la mèche, je vais l'élargir un tout petit peu. On est tenté de le faire un petit peu plus latéral que d'habitude. Voilà, vertical et latéral. Voilà, on l'adapte un peu le positionnement. J'ai pas dit qu'il fallait changer de prothèse, Franck. Ça y est, le chat c'est parti. Mais j'ai pas dit ça. Mais en tout cas, l'adaptation, elle est sur le tunnel tibial. Hein. C'est ce que tu as dit très bien, très justement. Et pourquoi pas un tunnel de haut en dedans, au tibia? Bah, oui, déjà parce que sur une puque interne, ça nous ferait aller de l'autre côté. C'est des choses qu'on utilisait en reprise, hein, des fois sur les. Ouais. Et après, quand même, ça fait faire un double virage quand même à la greffe. Après, ce qu'il faut faire quand même, c'est ce qu'on a l'habitude. Quelqu'un qui a l'habitude de faire son ligament croisé avec une certaine technique, je pense que ça peut s'adapter à ce qu'apprécie, et changer 2 techniques de ligament croisé et en plus faire une unie, ça fait quand même peut-être pas mal de choses qui peuvent poser problème. Donc c'est bien de garder, à mon avis, une technique qu'on aime bien et dont on a l'habitude. Moi personnellement, j'aime bien faire un DT4 parce que ça fait des petites logettes et du coup j'ai pas besoin de mettre de vis au tibia. J'ai toujours peur avec les plots et les laides de l'uni que ça fragilise le plateau tibial. Mais voilà, je pense que toi, Sébastien, tu as l'habitude de faire un tunnel complet avec une vis et tu n'as pas eu de soucis de fixation ou de fragilisation à ce niveau-là. Non, la fixation, je laisse les ischio-jambiers pédiculés, ce que faisait Dominique Saragaglia, puis j'avais gardé ça. Donc ça me fait une double fixation au tibia, parce qu'effectivement, sur une femme de 50 ans, la fixation tibiale sur un DIDT, ça peut être un point de vigilance, clairement. Donc j'aime bien ça. Et après, au fémur, une fixation avec une vis, je dirais classique. Mais après, j'ai pas ton expérience des tunnels bornes et de tout ça. Donc je suis resté sur ce que j'avais appris et que je maîtrisais bien. Mais voilà, je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire. L'idée, c'est de faire ce qu'on a l'habitude et de ne pas changer son système de fixation. Je pense que ça a peu d'importance au final. En tout cas, on peut utiliser des ischios ou un tendon rotulien. Je pense que les ischios posent pas de problème, en tout cas. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous poser comme question un petit peu s'il y a un tiroir antérieur fixé en préopératoire, comment vous l'évaluez? Comment ça va orienter votre décision? Combien de tiroirs on peut tolérer? Ou est-ce qu'on peut ne pas, enfin, est-ce qu'il ne faut pas tolérer du tout de tiroir antérieur sur cet appui monopodal en préopératoire? À mon avis, si tu as un tiroir antérieur fixé, c'est que tu as déjà une grosse cupule et que l'arthrose est beaucoup plus évoluée. Donc après, il y a certains auteurs qui disent que dans ces cas-là, on peut faire une uni sans refaire le LCA. Tu peux faire des clichés en stress en réduction aussi, dans le plan sagittal. Hein, ça dépend comment tu fais tes clichés, mais tu peux voir si ça va se réduire. Après, si tu as une translation fixée, le risque, parce que je me suis déjà fait avoir, c'est que tu te retrouves avec une jolie prothèse unie, mais qui est en translation fixée. Donc là, l'appui du fémur sur la partie postérieure du tibia, le résultat à moyen terme, je suis quand même très inquiet. Donc je pense que c'est pas une bonne indication. Voilà, on est d'accord, il faut plutôt éviter faut pas jouer avec le feu dans ces situations-là. Je vous propose d'avancer parce qu'on a un dernier cas qui est très intéressant, qui va faire discuter. Il nous reste à peu près un quart d'heure pour le discuter. Alors, c'est un cas d'un homme de 53 ans qui est ouvrier, BMI 29, douleur des deux genoux. Il a eu pas mal d'antécédents. Hein. À droite, il a déjà eu une ostéotomie tibiale de valgisation. Il a eu une reconstruction du ligament croisé antérieur avec DIDT. À gauche, il a déjà eu 3 lomères et une ménisectomie. Voilà ce qu'on retrouve dans ses antécédents. Son genou gauche, il a des cicatrices médiales et latérales. Il a un genou rhum réductible. Et vous avez les radiographies en stress qui sont à droite. Des mobilités qui sont bonnes. 5, 0, 140. Un Lachman triaré mou. Des douleurs fémorotibiales internes. Il y avait la Pangono avant, mais je vais vous la remettre après. Il a 11 degrés de genou varum et un angle fémoral mécanique à 87 et tibial à 84. Son genou droit, il y a également des cicatrices médiales et latérales. Il est normo-axé cliniquement. Mobilité 0,0-140, Lachman triar et mou. Et douleur fémorotibiale interne. Par contre, sur la Pangono que je vais vous remontrer après, il y a 187 degrés d'axe et un valgus fémoral et tibial. C'est étonnant qu'il ait du varus fémoral d'un côté et du valgus fémoral de l'autre. Mais ça arrive. Hein. Ouais. Ah oui, la preuve. Voilà, donc vous avez la Pangono et les radios. Après, donc patient ouvrier. Assez jeune. Rappelle-moi son âge, s'il te plaît. 53. C'était 53. Ouais. BMI 29. Donc, problème assez complexe. Alors, je vous propose de réfléchir d'abord pour le genou droit, sans forcément de donner une proposition tout de suite, mais déjà de discuter ce cas clinique hein, où en fait, il y a un valgus global qui est assez important avec une arthrose interne et déjà des antécédents de chirurgie. Alban, est-ce que tu as une idée? Oui, j'ai mon idée. Même s'il est jeune, un genou comme ça, moi, je ferai une PTG. Parce qu'il a déjà eu ligament croisé, ostéotomie. Exactement. Ouais. Il a oscontros. Il est en valgus. Je vois pas bien quoi proposer d'autre qui fonctionne. Et même s'il est jeune, il est très gêné par les deux genoux aussi. Hein. Ça, c'est important dans la décision. Donc PTG pour ce côté-là. Monsieur Néret, PTG également? Moi, je ferais PTG bilatéral en un temps. Moi aussi, mais pas non. Toi aussi, Roger? Alors, moi, je ferais, à coup sûr, PTG bilatéral. En un temps, Philippe, tu fais les PTG bilatérales en un temps? Oui. D'accord. Oui, mais malheureusement,
ça coûte de l'argent aux cliniques. Non, c'est pas ça, c'est parce que toi, tu m'as dit. C'est ça le problème. C'est vraiment ça. Pour les problèmes thromboemboliques, je croyais qu'il fallait éviter de le faire, sauf des cas très particuliers. Oui, mais il est jeune. 50 ans, ouais. Il a 53 ans, il est jeune, on va le lever tout de suite. Ah, d'accord. Il est en activité, il y a pas mal de raisons. Donc, mais ça, c'est intéressant parce que moi, j'en fais jamais des PTG bilatérales dans le même temps. Et je l'ai fait à 45 jours d'écart, quoi. Et alors, je ne sais pas si c'est mieux d'ailleurs de les différer ou pas, quoi. Alors, il y a une étude de la SFHG qui avait été faite sur ça. Surtout, il y a un symposium de la Softcode dans 2 ans sur les prothèses bilates en un temps. Donc, il y aura des infos. Il y aura sûrement pas mal de choses à glaner, ouais. Mais bon, moi, très clairement, franchement, je suis d'accord sur le. Enfin, pour moi, c'est une indication de PTG des deux côtés. Ok, donc genou gauche, on a. Mise sans hyper corrigé pour qu'ils tiennent un peu quelques années. De l'autre côté? Tu remettrais à tout droit, quoi. Ou de l'autre côté, ou à gauche. À gauche. Une OTV. Sans le corriger trop fort pour retarder un peu la pote. Il a déjà eu 3 le maire. Ouais, mais. 3 le maire, hein. Jamais 3 sans 4, hein. Non, enfin, moi, personnellement, franchement, non. Le problème à droite, il est quand même plus. On est encore plus extrême. À gauche, ça veut dire faire ce qu'on vient de discuter dans un cas où il a déjà été opéré plusieurs fois en extra-articulaire. Il n'y a pas eu de chirurgie intra-articulaire, hein, Guillaume? À gauche? Oui, a priori. Il y a ménisectomie. Dans ses antécédents, c'est ce qui est retrouvé. Après, moi, il y a un cliché. Le cliché en stress, en réduction, on le voit pas parce qu'il est caché par la gonio. Ouais, mais il commence à décroter. Ouais, mais des fois, ce cliché en réduction, là, voilà, tu vois, il te recentre le genou. Ça, c'est important. Moi, je trouve qu'il est intéressant, ce cliché. Et là, tu vois, moi, à gauche, alors c'est extrême, on est d'accord, vous allez dire que je réponds tout le temps la même chose, mais chez un gars de 50 ans qui veut pas de prothèse de genou, parce qu'il y en a, et qui est demandeur, une prothèse unie et un croisé dans le même temps, vu le cliché en réduction, hein, j'entends bien, et ben je veux bien discuter. Mais c'est pas une indication typique, on est bien d'accord. Il va faire du sport avec son genou gauche. Et du coup, il faut lui faire quelque chose à droite, je suis d'accord. À droite, c'est plus compliqué. Ouais, à droite, c'est vrai, c'est bon, à droite pour moi, c'est. Après, le problème de ça, c'est que déjà faire une unie sur une ostéotomie, c'est pas ce qui marche le mieux quand même. Surtout si elle est hyper corrigée. Donc il faut corriger le valgus qui a été créé, donc ça rajoute de la difficulté. Alors j'aurais dû lancer le sondage avant de discuter tout ça. Hein. Puisque là tout le monde va mettre que des PTG. Sébastien, l'intérêt donc d'éviter une PTG, de trouver un moyen pour éviter la PTG, c'est de quoi? C'est de lui permettre de reprendre son travail et du sport, ou c'est d'être conservateur par rapport à son âge, simplement? Non, mais voilà. Après, dans mon raisonnement à moi, c'est effectivement, je considère pas que la prothèse de genou c'est la panacée dans tous les cas. Et je pense. Alors après, je pense que quand on peut faire autre chose qu'une prothèse totale de genou à 50 ans, à titre personnel, je pense que c'est mieux. Et plus je vais m'approcher de 50 ans, plus je vais penser que c'est mieux, je pense. Mais voilà, après, c'est ma vision du truc. Donc, je trouve que quand on peut proposer une chirurgie partielle à quelqu'un, je dis moi toujours, ça se mérite. Ça veut dire qu'on peut pas la proposer à tout le monde. Là, à droite, c'est quand même assez poussé. Et à gauche, je pense que chez quelqu'un de 50 ans avec un bon os, on peut discuter. Alors, Sébastien, on peut dire que c'est toi qui as fait cette chirurgie. Ah oui, de toute façon, je pouvais le deviner assez facilement, je pense. À droite, ce valgus, tu l'as géré comment? Et est-ce que ça te gêne de faire une PUC interne sur un genou valgum? Alors oui, plusieurs choses. D'abord, ce patient, il faut savoir qu'il voulait
absolument. Moi, quand je l'ai vu la première fois, je lui ai dit, il faut vous faire 2 prothèses totales de genoux, tu vois, pour aller dans ce qu'on vient de discuter. Et le patient, il m'a dit, je veux absolument pas de prothèse de genoux. Je veux pas de prothèse totale de genoux. Je veux autre chose. Et comme les gens savent que je fais souvent autre chose, ils viennent exprès pour ça. Donc lui, il venait très loin pour ça. Donc on a discuté, je l'ai vu plusieurs fois. Et puis après, j'ai dit, moi, je veux bien commencer par le genou gauche. Donc le genou gauche, j'ai fait une prothèse unie et un croisé en même temps. Il a été un avion de chasse. Tu sais, le résultat dont tu rêves même pas. Donc parfait. Donc après, il m'a dit, mais faites-moi la même chose à droite. Et je lui avais dit au départ, à droite, je pourrais pas faire la même chose. Et il m'a dit, mais si, je veux. Donc du coup, bon, c'est tout ça est discutable évidemment. Donc du coup, j'ai dit, si je veux lui faire une prothèse partielle et un croisé, il faut que je le corrige son valgus tibial. Donc j'ai fait une ostéotomie de fermeture interne et dans le même temps le croisé et l'uni. Le résultat radiologique, si tu vois, je suis un peu déçu par l'alignement à droite parce que j'aurais bien aimé corriger un peu plus le varus. Ah oui. Mais moi j'avais peur que la partie proximale du tibia ne nécrose parce qu'on avait vu quelques cas comme ça. Si tu es trop près, trop proche de l'interligne, t'as plus assez d'os vascularisé au-dessus. C'est quand même vraiment exigeant et je pense compliqué. Mais voilà, bon, il se trouve il va évidemment, il est très content parce que c'est ce qu'il voulait. Je crois que je l'ai opéré il y a 2-3 ans. Si tu veux, voilà. Et dans ces cas de... Oui, monsieur Néret. Pardon, excuse-moi. La robotique, elle te donnait l'axe pourtant, là. Oui, mais le problème, c'est que j'ai fait une ostéotomie en même temps que le reste, et du coup, je pense que sur les stress, parce qu'il faut il faut stresser le genou pour faire l'acquisition dynamique, et j'ai pas dû assez stresser le genou. Donc du coup, je suis parti sur des valeurs dynamiques qui étaient, je pense, un peu sous-évaluées. C'est la difficulté. J'aurais peut-être dû mettre une plaque, mais c'est pas simple. Donc j'ai refait ça quelques fois et j'ai mieux contrôlé l'alignement. Là, je pense que c'est quand j'ai fait mes acquisitions en stress avec la navigation où j'ai été un peu timide. Et Sébastien, quand tu as une arthrose fémorotibiale interne sur un genou valgum, par exemple, après lésion méniscale, est-ce que tu te lances dans une PUC interne sur genou valgum? Est-ce que ça te pose problème s'il y a un petit genou valgum? Non, petit genou valgum, petit genou valgum avec une arthrose fémorotibiale interne isolée, je peux faire une PUC. Oui. Mais pareil, il faut vraiment pas aggraver la déformation. Roger, toi, ça te gêne? Genou valgum égale pas de PUC interne? Si on veut faire passer un message ce soir, c'est plutôt ça, ouais. Même sur un petit genou valgum, pas d'uni interne. Ok, monsieur Néret? Non, moi je dirais que c'est possible, mais je le ferai pas sur un patient qui a déjà eu une ostéotomie par contre, parce que effectivement, moi j'ai vu et j'ai fait j'ai un patient à qui j'ai voulu corriger le genou valgum par une ostéotomie, comme l'a fait Seb, avec une uni aussi, et malheureusement ça a donné lieu à une nécrose entre les deux. Je pense que les Marseillais, ils aiment bien faire la combinaison ostéotomie et uni. Je suis un peu plus réservé là-dessus, un peu plus réservé. Mais par contre, s'il y a un valgus à 2 degrés avec une arthrose fémorotibiale interne, c'est pas rédhibitoire. Ce qu'il faut faire, c'est très attention de surtout pas le laisser à 2 degrés. Il faut le diminuer un peu, quoi. Alban, pour clore un peu cette discussion, quels sont tes critères vraiment rédhibitoires pour une uni? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit immédiatement quand on dit contre-indication de l'uni? Un surpoids majeur. Et puis après, il y a un truc auquel je fais quand même assez attention, c'est sur des gros varus, enfin des varus de plus de 8-10 degrés. J'essaye de corriger et de ramener à 5. Alors j'espère pouvoir avoir des outils informatiques qui me permettront de faire mieux ça, mais on a de temps en temps des gens qui gardent un varus assez conséquent, qui ont des résultats fonctionnels objectifs hyper intéressants, mais n'empêche qu'ils ont mal et qu'ils ont une espèce d'ostéocondensation sous le plateau tibial qui est due à un moment varisant trop important et qui parfois en scintille fixe dessous.
et ils ont mal, donc j'essaye de les corriger un petit peu quand même sur les varus importants, ce qui est un peu paradoxal, mais je suis persuadé que c'est intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Monsieur Néret, quelle est votre contre-indication principale à l'UNI? Non, mais moi je crois que l'UNI, moi j'essaye de rester avec des critères très classiques et je sors exceptionnellement des clous quand c'est des patients très jeunes pour lesquels effectivement poser une prothèse totale du genou pose des problèmes, et notamment chez les sujets très jeunes, c'est-à-dire très jeunes, c'est l'âge de Sébastien, moins de 45 ans. Au-delà, si tu veux, après, mes différentes expériences plus récentes m'ont montré que c'est loin d'être dramatique de poser une prothèse totale du genou à quelqu'un qui a 53 ans, comme la personne qu'on a vue tout à l'heure. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est qu'on va changer la vie de quelqu'un. Si ça marche pas, ça va être dramatique pour le reste de ses jours. Donc, ça demande un investissement personnel et c'est une très grosse responsabilité. Mais je trouve que, franchement, des fois, il faut pas non plus vouloir chercher des solutions trop compliquées. Donc, je te dis, je fais des unis avec les critères que tu as donnés tout à l'heure, assez stricts. Et j'opère volontiers les gens très âgés de l'UNI, les gens de plus de 80 ans, 85 ans. J'ai jamais eu de problème avec ça, jamais. C'est des résultats spectaculaires. Et puis, je te dis, pour les sujets jeunes, j'étends les indications, puis évidemment, sur les unis externes, on peut tout se permettre. Donc, c'est facile. Roger? Et alors, moi, je crois quand même que ce soir, c'était un webinaire consacré à l'UNI, et je crois qu'il faut passer le message quand même que, comme le dit Philippe, il faut quand même rester assez conventionnel, surtout en début d'expérience. Alors après, on peut évidemment étendre un peu. À titre personnel, moi, à un moment dans les Journées lyonnaises, j'avais élargi un peu à la suite d'une année où je m'étais occupé d'ailleurs avec toi, Guillaume, d'un blow là sur les unis, et j'ai eu quand même pas mal de déconvenues à vouloir élargir trop. Ensuite, il faut quand même bien voir aussi que quand on regarde l'expérience de Sébastien, il s'aide, lui, d'un outil qui est quand même la robotique, qui lui permet de régler des choses qu'on ne sait pas régler nous quand on fait des unis à la main et avec un ordinateur classique. Donc, il y a probablement des choses qu'il arrive à faire et qui seront beaucoup plus compliquées pour nous sans avoir la robotique. Et puis, je pense aussi quand même que les choses vont être amenées à évoluer avec le temps, parce qu'on nous demande de plus en plus d'avoir une chirurgie sur des hospitalisations très courtes, d'avoir une chirurgie qui est de plus en plus avec des récupérations de plus en plus rapides, et que peut-être l'UNI va évoluer un peu dans la façon de voir. Peut-être que l'UNI va devenir une prothèse pour un temps et pourra peut-être être dans l'avenir, peut-être changer, alors que jusqu'à présent on disait que l'UNI, il faut que quand on la met, elle aille jusqu'au bout. Voilà, donc c'est juste qu'il y a des évolutions qui se font, mais il faut quand même rester prudent. Sébastien, un petit mot rapidement pour conclure sur tes indications. Oui, non, vous avez compris que j'étais assez, je me donnais assez peu de limites quand j'estimais que le patient était motivé. Moi, la motivation du patient, et l'autre chose sur laquelle je reviens un peu en arrière, c'est sur la qualité osseuse, et notamment j'ai certaines patientes qui sont avec des BMI très bas, qui ont une ostéoporose ou une ostéopénie qui fait que la prothèse unie tolère finalement pas d'être en appui et avec des douleurs sous le plateau tibial ou des décellements. Et il y a un profil de patientes chez lesquelles je pense qu'il faut se méfier. C'est une indication radiologique et clinique parfaite, mais sur laquelle on se fait avoir de temps en temps. Donc c'est plutôt là où je trouve des limites, que sur le patient jeune et motivé, ou sur le patient très âgé, où, comme dit Monsieur Néret, c'est une chirurgie où on va faire prendre moins de risques aux patients, et pour laquelle également j'ai peu de limites. En tout cas, comme disait Roger, juste pour conclure, on a montré des extrêmes là, et des choses pour discuter. On voulait pas faire un cours basique ou des discussions basiques. On a voulu faire des discussions plus d'experts. Mais l'idée n'est pas de commencer évidemment par faire des indications dans les coins. Les critères d'UNI classiques doivent être connus et je pense respectés dans la grande majorité des cas. Ouais, merci beaucoup Sébastien pour ce mot. Donc je remercie tout le monde, les orateurs et tous les participants. On a été très nombreux ce soir, hein, plus d'une centaine.
C'est vraiment super. C'est quelque chose qu'on va refaire tous les 2-3 mois, des webinaires avec différents thèmes. Le prochain thème sera l'ostéotomie. Vous aurez plus de détails bientôt. Ça sera courant juin. Et je vous laisse noter, si vous ne l'aviez pas déjà fait, les dates des prochaines journées du genou. La Patella, 22-24 septembre 2022. Notez ça dans vos agendas et je vous souhaite une bonne soirée à tous et toutes. Merci à vous.